Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et bienvenue à un film que moi et Seb on aimait beaucoup jeune puis j'ai hâte de voir si Seb l'aime encore. Sleepy Hollow. Ça va Seb? Yeah! Ça va, toi? Ouais, fait que ouais, on fait Sleepy Hollow de Tim Burton. Tim Burton a quand même été initié, c'est comme un peu, si je me trompe pas, c'est lui qui t'a comme ouvert au réalisateur puis à être curieux du cinéma en général un peu ou Sleepy Hollow, tu parles, ou de Tim Burton qui m'a ouvert? Tim Burton qui m'a ouvert? Ouais, ben je pense que c'est un peu comme Tarantino, c'est un bon point de départ pour du divertissement, je vais dire, un peu plus différent, un peu, ça t'ouvre à avec une signature ouais, plus distincte, fait que c'est vraiment que c'est un bon point de départ. Mais je me souviens plus c'est lequel que j'aurais vu en premier. Je suis pas certain que c'est Sleepy Hollow, mon premier Tim Burton, par contre. Non, je pense pas nécessairement, effectivement. Mais t'aimais beaucoup Tim Burton quand on était jeune. Mais oui. Quand on était jeune, j'aimais beaucoup Tim Burton. C'était accessible, c'était creepy un petit peu. Je pense que le premier que tu m'as montré, c'est soit Sweeney Todd. Ben, c'est sûr, j'avais vu les Batman, là, mais sans savoir que c'était des Tim Burton. Tu m'as montré Sweeney Todd très tôt. J'avais bien aimé Big Fish aussi. Puis après ça, il me semble qu'on était parti là, avec les plus vieux, Edouard Main d'Argent. Sizer, ouais, Beetlejuice. Bon, c'est sûr que les Alice au Pays des Merveilles, c'était pas fou. Quoi d'autre? Charlie à la chocolaterie, étonnamment, qui est le fun à regarder, pour vrai. Ouais, je sais, mais... J'ai un bon souvenir de ce film-là. Il y a un backlash récemment, ben pas un backlash, là, mais les gens, on dirait qu'ils l'aiment pas tant que ça. Fait que je suis curieux de si je le revisitais, ça ressemblerait à quoi, là. Mais ouais, les gens ils trippent pas tant que ça sur Sleepy... bon, pas Sleepy Hollow, Charlie à la chocolaterie. Mais si on revient à Sleepy Hollow, là, justement, en 99, scénarisé par Andrew Kevin Walker. Il avait fait aussi les scénarios de Brainscan, un film de Harriet Minimite, puis aussi Seven de David Fincher. Fait que, ouais, quand même. Sleepy Hollow, ta réécoute. C'était ta première réécoute d'ailleurs? C'était ma première réécoute, puis je me souviens même plus quand est-ce qu'on l'avait regardé. Je me souviens qu'on l'avait regardé ensemble, mais je pense qu'on était au secondaire, genre, là, ça fait quasiment, je vais dire 10 ans, je sais pas. Ah ouais? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a regardé. Quand même, mais j'ai été agréablement surpris par ma réécoute. Je me suis moi-même throw off, dans le sens où, dans ma tête, là, puis le spoiler alert, je le répète. Bon, on spoil direct, là. Dans ma tête, il y avait pas d'éléments surnaturels. Au final, c'était vraiment juste comme des effets, puis des... je sais pas d'où j'ai pogné ça, mais j'étais sûr qu'il y avait... fait que j'ai abordé le film comme si c'était la première fois que je l'écoutais, parce que je m'étais moi-même lancé sur une mauvaise piste. Fait que j'ai été super surpris. J'ai aimé les nombreuses têtes qui roulent. Ouais. J'ai aimé les acteurs, l'ambiance. C'est pas un film, par exemple, qui est à se pitcher dans les murs, dans le sens où il va... Je suis pas sûr qu'il n'a pas gagné de prix, mais il mérite vraiment une écoute. Comme c'est un bon film. C'est sûr à 100% qu'il mérite une écoute, là. Ça c'est évident, là. Sinon, tu sais, je trouve que moi, il y a tellement une ambiance d'Halloween, ce film-là. Là, il pue l'Halloween avec les... Ben oui. C'est le brouillard. C'est vraiment le brouillard puis les arbres, pas de feuilles. OK. Ouais, oui. Ben oui, tellement, là. Puis tu sais, quand tu regardes la filmographie excuse-moi. Désolé. J'en perds mes mots. De Tim Burton, c'est pas ce film-là qui ressort, mais dans sa série de films, si tu regardes juste sa filmographie à lui, définitivement, il devrait être plus haut que ça. On dirait qu'il est pas... c'est pas un de ses films forts, mais il est plus mémorable, j'ai trouvé, que, mettons, Alice au Pays des Merveilles. Ouais, ben Alice au Pays des Merveilles, moi, j'ai trouvé... En fait, Charlie la chocolaterie, c'est comme le point pivot, là, je trouve, dans la carrière de Tim Burton. Ouais. Il est comme un peu moins bon que ce qu'il y avait avant, puis il devient, après ça, moins bon. Là, il y a juste eu Sweeney Todd, je pense, qui était après, que j'ai plus aimé, mais ça a été une exception. Mais le reste de sa carrière, Tim Burton est un peu en dents de scie. Puis, tu sais, Big Eyes, j'étais bon, mais je l'ai oublié. J'ai pas encore vu Dumbo, c'est le seul Tim Burton que j'ai pas vu. Sinon, tu sais, les deux Alice, j'ai vraiment pas embarqué. En fait, j'ai détesté les Alice, là, pour vrai. Là, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis à partir de là, Tim Burton, il a un peu perdu ses lettres de noblesse pour moi, là. Mais en même temps, c'est tellement un bon conteur, dans le sens où, tu sais, Big Fish, c'est fou comme conte, là. C'est le fun à écouter, c'est prenant, c'est beau. Puis ça a un peu sa signature de creepiness à certains moments aussi. Ouais.
bien joué, ça aussi. Non, c'est ça. Moi aussi, je trouve que Big Fish, c'est vraiment un film incroyable. Là. Puis j'aime beaucoup Edward Scissorhands, j'aime beaucoup Beetlejuice. Fait que, je pense que c'est dans mon top 3. C'est léger, c'est le fun à regarder. Ben oui, Beetlejuice, c'est incroyable. Là. Il y en a aussi une suite aussi. Je sais pas si ça va être Tim Burton qui va le faire, là, mais maintenant, c'est en mode d'aller chercher des suites 40 ans plus tard, là, on va dire, là, ou des choses comme ça, 30-40. Ouais. Mais moi, Seb, Sleepy Hollow, j'ai aimé ça, mais moins dans mes souvenirs. OK. Comme ça a bien vieilli pour toi. Ben, j'aime le mood, j'aime me replonger dans le setting, j'aime me replonger dans la colorisation de ce film-là, dans l'ambiance Halloween. Tout ça, j'achète vraiment beaucoup. Mais j'ai un peu de la misère avec les films que ça devient juste une intrigue policière un peu trop. Celui-là, ça a fait un peu ça. Fait qu'on dirait que ça clash avec le style Tim Burton. J'aurais pris plus de séquences comme quand il rêve à sa mère ou des choses un peu plus oniriques. Magique. Ouais, magique. Ouais, onirique, c'est beau. C'est bien dit ça, onirique, on va s'arrêter là. Mais c'est vraiment, j'aurais pris plus de ça un peu. Là, mais là, ouais, je suis d'accord. On se retrouve avec un film d'horreur à gros budget. Là. C'est rare qu'on en fait des films comme ça. Là. Ça paraît, t'as Johnny Depp, t'as Tim Burton, sont au sommet là, de leur carrière respective quasiment. Là, même si on pourrait dire que le sommet, c'est peut-être Pirates des Caraïbes qui était 2 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Mais tu penses que le budget était de combien? Oh boy. On est en 2000 quelque? 99. Right? 99, bon, ok, 2000. Fait qu'on est dans 1 million facile. Je vais dire un chiffre, je pense que je suis loin, là, mais genre un 70 millions. 100 millions. T'es quand 100 même millions. loin. Là. Okay. Mais ça, c'est un conte aux États-Unis du The Legend of Sleepy Hollow, qui est un conte qui fait partie du folklore, un peu comme Scrooge, des choses comme ça. Fait, je pense que c'est une adaptation au gros budget qui était très attendue. Là, puis c'est pour ça qu'ils ont mis... ils se sont dit, juste le nom, ça va rapporter. Là. Fait que ça... Ouais. Ça aurait pu être un ton de marde, ils auraient quand même rentré dans leur argent. Ouais, le film a fait 206 millions. Fait que ils ont dû rentrer dans leur argent théoriquement, là, justement, là, facilement. Fait que ça a quand même été un succès. Là. Mais Tim Burton, il n'y a pas beaucoup d'échecs commerciaux, là, je pense. Là. Relativement, son cinéma, me semble, était assez rentable d'ordre général. Mais qu'est-ce que tu as aimé de ce film-là, Seb, mettons? J'ai aimé les têtes qui roulent. Ouais. J'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé le chevalier. Ben, c'est pas le chevalier, c'est comme le horseman en anglais. Le cavalier sans tête en anglais. Cavalier, c'est cavalier, c'est ça. Je dis chevalier, je suis bien libéré. Le cavalier, je l'ai trouvé le fun. Le cavalier, c'est je trouve la faiblesse un peu de ça, comme tu disais, c'est un peu le côté policier parce qu'il cherche une réponse que finalement, il n'y a pas vraiment. Puis les choix de noms dans ce film-là, les choix de noms de personnages sont vraiment mauvais parce qu'il aurait dû les changer. Peut-être qu'ils ont essayé de respecter le livre, le folklore initial ou whatever, mais il y a vraiment un moment où j'étais mêlé dans qui est qui. Là, ouais, vraiment quand il fait son espèce d'explication de pourquoi il pense que c'est telle personne qui profite le plus, là, ça m'a fait quasiment décrocher parce que j'avais peine à suivre qui était qui puis l'intérêt de qui dans quoi. Là. J'étais pas là pour ça. J'étais juste là pour voir du monde se faire décapiter. C'est nécessaire à son storyline, là, ce bout-là, puis c'est correct, mais j'aurais eu plus de facilité à suivre. Je pense s'il avait adapté des noms un peu plus différents que des Van Tassel puis les Van Brand machin puis Van Garrett. C'est peut-être juste, mais ça c'est super personnel. C'est peut-être juste moi qui ai manqué un peu d'attention. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Mais regarde, pour justement pas perdre le monde là, durant notre épisode, au final, Sleepy Hollow, c'est basé sur un roman. Il y a un cavalier sans tête dans un petit village c'est New Hampshire ou New York? Dans l'État de New York? Ils sont au Jersey, non? Je sais pas. Ils sont proches de New York City parce que... Ils sont proches de New York, oui. Bref, ils font venir justement un détective qui est un peu comme un coroner aussi. Là. Il y a plusieurs chapeaux. Johnny Depp qui il quitte la grosse ville de New York pour aller enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. Donc, c'est New York ou Boston? Lui est à New York au début. Il est marqué New York 1799. Fait qu'il quitte la grande ville pour aller justement amener sa science à un cas qui serait paranormal. Donc, un peu comme Seb l'aime le rappeler dans des nouvelles de Lovecraft, là, l'homme logique qui s'en va face à... L'homme logique et rationnel face à l'inexplicable. Ouais, exact. Fait il s'en va là, puis il y a plus une série de meurtres. Tu apprends que la personne qui aurait la tête du cavalier serait la personne qui gérait ces meurtres-là.
Mais dans le fond... Le but du jeu, c'est... Lui au fond, c'est clair pour tout le monde au village que c'est surnaturel, mais lui essaie de prouver l'inverse. Il a semi-raison. Ça reste 100% surnaturel, mais il y a quand même une personne de chair qui gère tout ça. Exact. Ça, c'est un moment de révélation dans le film, là, quand il détermine que, clairement, c'est surnaturel, mais il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles. Donc, il y a quelqu'un qui profite de ça. Ça, son raisonnement, c'est un bout que j'ai aimé, ça, son raisonnement logique dans tout ça, parce que tu vois qu'il est vraiment spooké, là, notamment la scène de l'arbre, là, où il se promène dans la forêt, puis il trouve finalement l'arbre. Peut-être qu'on passera un peu de temps sur la légende du cavalier plus tard, là, mais tu vois qu'il comprend pas puis il est pas capable d'expliquer là, ce qui se passe devant lui quand même, mais il perd pas son raisonnement logique, disons. Ouais, non, c'est une force du personnage, c'est le fun aussi. Mais moi, le problème de cette fin-là, c'est aussi, admettons qu'on rentre dans le récit un peu, je trouve que la scène d'ouverture, c'est la meilleure scène du film. Hands down, là. Je trouve que l'ouverture est complètement malade. Puis à cause de ça, après ça, j'ai plus de scène aussi bonne que ça. Là. Ça commence trop fort, là. Je sais pas si t'es d'accord ou ben toi, c'était un peu... non, moi, il y a d'autres moments où j'ai la scène, justement, où ils vont le bois pour retrouver l'arbre avec... d'où le cavalier sort, là. Ça, j'ai trouvé que c'est une scène vraiment nice. Quelle autre aussi? J'en avais une autre, il me semble, que j'avais vraiment bien aimé. Ben, celle où la scène d'ouverture est bonne aussi. Celle où est-ce que Johnny Rico, c'est le gars dans Starship Trooper, là, je sais pas si tu as reconnu. Ok, oui. Il se bat avec lui, est quand même bonne. C'est le combat avec le cavalier sans tête est quand même le fun. Puis c'est là qu'il réalise, c'est avec cette scène-là qu'il voit qu'il veut même pas aller tuer Johnny Rico, c'est juste parce que Johnny Rico s'en va s'attaquer à lui puis sa chambre qu'il finit par se faire tuer. Mais il comprend que le cavalier, il a comme un but direct quand il s'en va tuer, dans le fond, des gens. Exact. Oui, cette scène-là est bien. Mais la scène d'ouverture est vraiment le fun parce qu'elle met le ton. En gros, tu as une diligence. Au fond, tu as quelqu'un qui doit livrer les derniers testaments d'un autre personnage qu'on n'a pas rencontré. Donc, on assume qu'il est mort. Puis, on entend du bruit. Ils sont rendus dans un champ, il me semble. Ben, c'est qu'il y a tout, le champ, la brume, l'épouvantail citrouille est insane. Oui. Les chevaux, le cocher qui se fait décapiter, c'est bon, là. Puis ça ouvre fort parce que tu as déjà une décapitation dès le début. Il doit s'enfuir dans le champ brumeux. Ça set le ton, puis ça livre vraiment bien l'ambiance pour le restant du film. C'est vrai. Je vais sauter à une scène, mettons. C'est très forte. S'il y a une autre scène que tu veux revenir, tu me le diras. Mais sinon, je vais sauter à une scène, ma prochaine scène que j'ai bien aimée. Genre, on va y aller dans le positif. S'il y a quelque chose que tu veux shout-out ou n'importe quoi. Là. Parfait. J'ai trouvé que c'était intéressant le flashback de Christopher Walken en cavalier. Et ça, c'était nécessaire. C'était le fun, ça. Puis, ça l'a aimé toi aussi? Oui, parce que ça met en lumière un peu la légende puis comment est-ce qui est idéalisé. Parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, c'est au party, c'est quand même au début aussi. Cabot, notre personnage principal, lui tient vraiment fort à dire que c'est un tueur au fond, c'est pas une légende, il n'y a rien de surnaturel à ce moment-là. Fait que quand il se fait présenter la légende, il le prend vraiment avec un grain de sel. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça idéalise vraiment la légende du cavalier sans tête. Ça l'explique, il est sanglant. Ça ressemble un peu à la légende de Dracula qui empalait ses victimes dans son château. C'est vrai qu'il y a un gros vibe de Dracula, là. T'sais, lui, c'est un cavalier allemand qui s'est fait déporter juste pour venir tuer des Américains durant, je me souviens plus quel conflit, là, je pense que c'est la sécession, whatever. Puis, toutes les autres ont des armes à feu, puis lui, il fait juste charger avec son destrier dans les soldats, puis il est but. Fait qu'il est super gros, idéalisé comme ça. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Puis le fait qu'il se fait défaire par deux petits enfants, sur le coup, tu portes pas attention parce qu'on dirait que c'est vraiment anodin. Un truc anodin, exactement. Fait que ça, spoiler alert, ben, c'est important pour le plot twist, right? Ouais. Mais c'est quand même difficile, ne l'ayant pas vu, de dire comme ah oui, cette petite fille-là a un rôle plus grand à jouer dans. Mais qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène-là, c'est le contraste entre
l'espèce de sombre côté quand il est en mode tueur. Puis après ça devient le contraste avec la neige blanche. C'est super sombre, super éclairé. Fait que ça, je trouvais ça beau niveau visuel. Là. C'est pour ça que j'avais bien aimé la scène. Là. Ouais, c'est vrai parce que t'as un genre de filtre, je vais dire, rougeâtre quand il tue, puis quand il rentre dans le bois juste avant de mourir, il y a de quoi de blanc, un peu plus pur. Comme ça fait comme excuser les enfants, tu sais. Ça les idéalise encore une fois. Comme il s'est fait avoir par la pureté d'un enfant qui a révélé sa présence, mettons. Ouais, effectivement, c'est vrai. En grande symbolique, là. Moi, le grand analyste. Sinon, je t'amène dans les flashbacks de la mère. T'as pensé quoi? Tu sais, mettons qu'on va tous les flashbacks. Toi, est-ce que ça te retirait du momentum ou t'aimais ça? Ça m'a pas retiré du momentum. Ça m'a rien enlevé, les flashbacks de la mère. Ça nous donne un peu de l'information sur Ichabod, mais honnêtement, je trouve que ça ajoute peu de valeur à la narration. Dans le sens où c'est le fun, c'est des beaux petits flashbacks. Ça explique vraiment... Ce que je pense qu'il a essayé de faire, c'est d'expliquer pourquoi lui, il résonne avec sa logique. C'est vraiment comme en contradiction avec son père qui semblait être ultra religieux jusqu'au point de, tu sais, d'enfermer sa mère, mettons, puis de la torturer à mort, puis de le torturer lui aussi. Ça explique plusieurs choses. Ça, sa logique, ça explique aussi pourquoi il est devenu policier, ça explique pourquoi il y a ces méthodes-là, il y a plein de choses. Là. Il est contre la torture au début. J'ai trouvé ça beau, mais je trouve pas que ça n'a pas renforcé mon sentiment, mais pas diminué non plus mon sentiment envers aucun des personnages. C'est un peu nerd. Moi, je suis un peu nerd par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était inégal, là. Je trouvais qu'il y avait des bons flashbacks, il y avait des mauvais flashbacks. Tu sais, celui où que sa mère a vole puis qu'il l'idéalise, j'avais trouvé ça vraiment beau. J'avais vraiment aimé ça. Mais t'en as d'autres qu'aussi, des fois, ça devient répétitif là, quand il donne le rouge-gorge, l'encage, puis des choses comme ça. Là. Je sais qu'après ça, c'est censé être symbolique. Là, quand tu vois le rouge-gorge mort, tu vois des choses, des présages par rapport à ça. Mais on dirait que c'était un peu poussé. Mais c'est ça. J'ai trouvé que les flashbacks étaient... Somme toute, moi, je pense que c'est plus positif que négatif, mettons que j'aurais à me poser. Ouais. Mais je suis un peu neutre, là, moi aussi, par rapport à ça. Là. Est-ce que ça apporte, par exemple, c'est que tu te dis que si sa mère, mettons, était une sorcière pour vrai, ça te livre un petit peu d'éléments de quand même, toi, dans le film, que, hey, by the way, la solution comme magique, mettons, elle existe, elle a le droit d'exister dans l'univers que je vous présente parce que la mère de ton personnage principal a déjà flirté avec la magie. Ouais. Je pense que sa valeur peut être vue comme ça. Effectivement. Fait que ça, c'est bien parce que sinon, pas sinon, c'est bien pour ça. J'ai aimé aussi qu'il y a des éléments très Tim Burton, là, comme un peu la valise de Ichabod, c'est son nom, là, Johnny Depp. Ouais. Sa valise qui ouvre ses espèces d'instruments, tout ça, ça fait très Tim Burton. Là. Clairement, ça aurait été un autre réalisateur. L'adaptation n'aurait pas eu ces petits éléments-là. Là. Ça fait très droit aux mains d'argent. Des petits mécanismes tout doux, tout bien fait, mais pas bien fait. C'est ça la force du visuel de Tim Burton. C'est croche, c'est mal fait, mais c'est visuellement beau et attirant pareil. Ouais. C'est vraiment, elle a la valeur de ce qu'il fait, je trouve, au niveau graphique. Là. Ça attire l'œil, même si tu sais que c'est tout croche puis c'est pas parfait. C'est vrai, pareil. Une autre scène que je t'amènerais, c'est la scène de la sorcière. Tu aimes pas? La scène de la sorcière... Elle fait un rituel, elle s'attache après des chaînes. Puis là, t'as le CGI qui était excellent en 99, qui vieillit moyen, mais pas si pire, j'ai trouvé le CGI. Attends, man, j'ai un blanc pour vrai de cette scène-là au complet. Raconte-moi un peu ce qui se passe. À quel point? Il s'en va voir, dans le fond, spoiler, là, on l'a presque vendu, on l'a pas vendu. Les deux petites jumelles, il y en a une qui est méchante et une qui est gentille. Finalement, ok, oui, ok, excuse-moi. Il va dans le bois puis il tombe sur la maison de la sorcière. Ok, aïe, je suis désolé, j'ai vraiment eu un gros blanc. C'est correct. Dans ma tête, t'étais rendu à la fin, j'étais comme... Non, c'est... ok, oui. Ça, j'ai aimé ça, moi. Moi aussi, quand même. J'ai aimé ça parce que, encore une fois, à ce moment-là, t'es pas encore sûr que la solution purement magique est légale. Là. Tu te dis, il y a un raisonnement, il y a quelque chose. Puis ça scelle le deal. C'est genre, check. T'es chez une sorcière, puis elle donne des petits hallucinogènes, puis ça fonctionne. Moi, j'ai aimé le creepy. Ça fait-tu beaucoup avancer l'histoire? Je sais pas. Oui, c'est comme un peu un raccourci scénaristique, en fait, cette scène-là.
Parce qu'elle lance sur aller chercher l'arbre à tel endroit. Ouais, vrai ça. Fait que c'est un peu... c'est un cheat. Ouais, un peu. Mais un cheat qui est le fun, parce que ça fait vraiment ambiance Halloween. Quand j'étais jeune, ça me faisait peur. Fait que, parce que j'ai écouté ce film-là quand il est sorti. Là, fait que j'avais 7-8 ans. Puis ça m'impressionnait, la sorcière, quand même. Puis il faut comprendre que c'est la sœur aussi de notre... spoiler, vilaine. Là. Ouais, exact. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça va la décapiter un peu plus tard dans le récit. Là. Parce que c'est les deux petites jumelles qui ont cassé le bois puis qui ont eu le cavalier sans tête. C'était eux. Ouais. Dans les bois. Dans le fond... Après ça, il s'en va directement à l'arbre, hein, si je me souviens bien, avec son compagnon, puis il croise la jeune dame dans les bois aussi. Christina Ricci. Mais c'est ça, l'arbre, il est cool, le sang, tout ça. Ça, j'ai bien aimé. Là, tu m'en as parlé aussi que tu avais aimé cette scène-là. Ouais, moi, j'ai adoré. Je me demande comment ils ont fait pour le cheval qui sort en sautant de l'arbre. Là. Ça, j'ai trouvé que c'était un effet de caméra, je pense. Ouais, parce que ça n'a pas l'air d'être du CGI au complet. Puis je trouve l'effet vraiment bien fait. Ouais, c'est vraiment comment ils ont placé la caméra. Là. C'est une question de perspective pour vraiment plus bas, vraiment quasiment niveau sol. Comme ça, tu as l'impression qu'il sort de l'arme, justement, mais c'est juste comment la caméra est placée. Exact. Vu que le cheval, il apparaît super proche, tu as l'impression qu'il apparaît de nulle part. C'est vraiment, il a joué avec les perspectives, mais c'est vrai que l'effet est super réussi. Là. Puis t'es testé par rapport à cet effet-là plus qu'une fois parce qu'ils le font sortir 2 fois devant la caméra de l'arbre. Mm-hmm. Il me semble. Ouais. Une fois dans cette scène-là, puis une fois plus tard où à la fin du film. À la fin du film, on le voit sortir de là sans que les personnages soient autour de lui. Puis les 2 fois, je trouvais que l'effet se tenait. Fait qu'on dirait que c'est comme s'il était fier de son effet, puis il nous l'a montré 2 fois dans genre, vous allez même pas comprendre la deuxième fois comment ça se passe. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. En fait, une des scènes que je me souvenais, là, fait qui a passé, mettons, l'épreuve du temps. De ta mémoire. Pour moi, de ma mémoire, c'est cette scène-là avec l'épée qui est rouillée, puis le sang sur l'arbre, puis le horseman, le cavalier qui sort, je vais dire, de l'anus de l'arbre, là. Genre, j'ai trouvé ça vraiment nice. Il le déchire vraiment, en tout cas. Ah ouais. C'est drôle que tu aies eu ça comme image parce qu'il est déchiré. Ah ouais, il défonce tout. Moi, la prochaine scène, c'est ma préférée après l'ouverture. On en a parlé un peu, là, c'est l'attaque de Rico. Là. Puis... Ouais, mais parce que là, on a un peu d'action là, à ce moment-là. C'est que j'ai trouvé que le film avait du culot de tuer un kid. Mm-hmm. Puis je trouve que qu'on sache qu'il l'a tué, c'est extrêmement bien fait. Parce que tu vois juste briser. En tout cas, il tue un couple, le cavalier. C'est un couple. Après ça, il revient sur ses pas puis il commence à démolir le plancher. Puis quand tu le revois sortir, depuis le début, il met des têtes dans son sac qu'il tient avec lui. Puis là, tu le vois juste qu'il est en train de refermer le sac en sortant. Fait que tu sais qu'il a tué le petit gars, mais c'est pas montré explicitement. C'est vraiment une belle gestion de la violence, je trouve. Ouais. Je trouvais que sans que ça soit grotesque ni rien, ils ont osé aller là à tuer le kid, mais ils ont quand même bien dosé ça. Puis je trouve ça vraiment ingénieux, là, juste le mécanisme du sac, de le réutiliser pour que tu saches que si quelqu'un a un doute que le petit kid s'est peut-être enfui non, il s'est pas enfui en dessous de l'escalier. Non. Il est mort. Ça, c'est confirmé. Puis il combat entre les deux. Puis aussi, le cavalier, c'est la première fois qu'il fait pas juste chop une tête, là, il coupe en deux. Exact. Fait que c'est vrai que cette scène-là est le fun parce qu'on a de l'exposition au cavalier. Là. Fait qu'on nous montre le mécanisme avec le sac, on nous montre des combats avec l'autre Van Bram machin. Là. Puis ça donne la puce à l'oreille aussi. Ça fait développer l'histoire parce que ça donne la puce à l'oreille à Ichabod qu'il tue pas sans but le cavalier. T'sais. Il est drivé par une mission ou par quelqu'un qui lui dit quoi faire, manifestement. C'est malheureux parce qu'à partir de là, moi, le film, il commence à descendre un peu là, parce que tout le début, je l'aime. Tout ça, j'adore ça. Là. Je suis vraiment vendu, mais à partir de là, ça devient vraiment comme il y a la confirmation que c'est plus du naturel parce qu'au début, il est dans le doute. Puis à partir de là, il veut la partie genre 100% enquête policière. On s'en va voir les gens de la ville, je les interroge et j'apprends toujours une nouvelle révélation. Il y a le genre de développement de l'intérêt amoureux qui n'était pas nécessaire à cette narration, là, à mon avis. Ben oui, je suis 100% d'accord. Là. Qui
qui ajoute très peu à l'histoire, à mon souvenir. C'est juste parce que Christina Ricci a fait tout le temps des pentagrammes, des espèces d'incantations pour la protection, parce que c'est une sorcière, mais une bonne sorcière. Fait que ça t'apporte juste un peu, c'est un peu un red herring. En tout cas, je me souviens plus. Red herring. Mais en même temps, bon, ils ont joué là-dessus sur le fait que c'était peut-être elle, la vilaine, ses charmes de protection, avant que tu saches que c'est un charme de protection. Tu te dis, OK, ben c'est comme ça qu'elle désigne les cibles. Fait que ça jette le doute un petit peu sur ses intentions, mais on pouvait avoir ça sans avoir le love interest, sans avoir le développement amoureux, j'ai l'impression. Vraiment, là, 100% d'accord. Qui pousse rien. Il aurait pu la soupçonner juste parce qu'il est accueilli dans sa maison, fait qu'il est exposé à elle, puis il est autant exposé à la belle-mère aussi. Ouais. Qui est révélée être une belle-mère, la vilaine belle-mère, au final. C'est un conte de Disney. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça qu'il y a eu après Alice. Mais tu permettrais-tu qu'on skippe pas mal les parties intrigues, puis mettons, je vais avec ma prochaine scène que j'aime beaucoup, l'église. I follow you. You follow me? Mais l'église, t'en as pensé quoi de cette scène-là? Belle scène, belle action. On voit un peu les limitations aussi de l'incantation. J'ai aimé que ça jette le doute parce que à ce moment-là dans l'histoire, tu es certain que c'est le père de Christina Ricci qui tire les ficelles parce que c'est le seul qui bénéficie de tout ça, entre guillemets. De toutes les morts, hein. De toutes les morts. Mais le fait qu'il est effrayé hors de tout doute du Horseman, bon, pas te met la puce à l'oreille, mais c'est weird. Tu dis comme, OK, il acte jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer par un pieu. Ouais. C'est ça, encore une fois, le kill est vraiment bien orchestré, là, j'ai trouvé. Là. Oui. Mais j'aime ça que les parce que c'est comme une ordre qui essaie de tirer le cavalier. Puis là, le cavalier, c'est la première fois qu'il n'est pas juste en one-on-one quasiment contre du monde. Puis qu'on dirait qu'il y a personne dans le village. Là. Tout le monde est là pour essayer de battre le cavalier. Clairement des avantages numériques. Mais comme il est surnaturel, puis il est drivé par une mission, bon, puis tu connais un peu la légende derrière lui, fait que tu sais qu'il est drivé vraiment par la violence. Ça l'arrête pas. Fait que la conclusion de cet échange-là te surprend pas parce que tu dis, c'est sûr qu'il va trouver un moyen de l'avoir. Ce que tu sais pas, c'est tout à fait c'est qui sa cible dans le lot, il me semble. Non, tu sais pas. La caméra met l'emphase sur le père, mais parce qu'il est soupçonné, c'est ça. Pas parce qu'il est sa cible. Fait que quand il y a ce revirement-là, j'ai trouvé ça bien parce que la scène te lance dans une espèce de confusion sur qui est quoi. Fait que ça, c'est quand même du bon. Puis j'ai aimé aussi le sang. Bon scénario, là. Le sang un peu peinture là, qui fait Tim Burton. Ah, il est très rouge. Oui. Mais là, le sang qui gicle avec le poteau, après ça, qu'il le tire, puis il l'amène entre la clôture blanche, puis il coupe la tête. Je trouvais que c'était. Ouais. Je trouvais qu'il serait. À ce moment-là, j'étais un peu tanné du coupage de tête quasiment parce qu'il devenait redondant. Mais tu sais, il y a quand même la scène où il coupe la tête à un gars, puis là, la tête, elle roule entre Johnny Depp, puis il plante dans la tête. Ça, c'était bien. Mais celle-là, c'était vraiment le meilleur décapitage là, pour moi, personnellement. Là. Puis. Mais. Bref, tout ça pour dire que là, il arrive plein d'intrigues. Johnny Depp, il est sur le bord de s'en aller parce qu'il pense que c'est Christina Ricci, la méchante. Puis là, il a vu m'emmener la méchante belle-mère avoir du sexe avec quelqu'un puis s'ouvrir la main. Puis là, il voit ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, mais c'est juste parce qu'il lui fallait un mécanisme pour qu'ils reviennent sur les lieux puis qu'ils comprennent. Ouais. Puis là, il voit le cadavre de la méchante belle-mère, qui serait le cadavre de la méchante belle-mère, puis il remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec sa plaie de main. Puis là, étant un espèce de justement là, un coroner, comment qu'on appelle ça, ceux qui font les autopsies, là? C'est pas lui, coroner? Je sais pas. Non, mais en tout cas, celui qui fait l'autopsie, le médecin qui pratique, il voit que la plaie a été faite après la mort. Fait qu'il sait que la belle-mère est encore en vie. Puis là, tu pars avec ta finale où est-ce qu'elle explique tous ses motifs. La finale, j'ai bien aimé la scène du moulin. Je trouve la scène du moulin est cool. C'est une belle. Ils se défendent bien, je trouve. Pour essayer. Ils sont bien au courant que ce qu'ils ont fait, ça va pas le calmer, mais foutre le feu au moulin, ça fait très. C'est dans quoi qu'on a vu ça? C'est pas dans Frankenstein? Ouais, c'est ça. Ça fait très Frankenstein. Ils savent très bien que ça va pas l'arrêter, mais pourquoi pas le ralentir, right? Mais c'est ça, toute cette scène-là est le fun. Je sais pas si dans la nouvelle, c'est un moulin aussi, ou bien c'est pour faire un throwback, parce qu'on dirait que lui, le cavalier, c'est un peu la créature qui est manipulée comme dans la créature de Frankenstein. Je me demande si c'est pas lui qui a fait un clin d'œil à Frankenstein, parce qu'il a clairement un amour pour Frankenstein. Là. Tim Burton, ses premiers shorts, c'était Frankie Winnie, puis il a fait après ça Frankie Winnie en film, tout ça. Mais bref, j'ai bien aimé.
la scène du moulin. Ouais, moi aussi, j'ai aimé cette scène-là en entier. Puis le rendu là, il n'y a plus de doute. Au fond, c'est la méchante belle-mère qui tire les ficelles. Puis la poursuite en calèche, impressionnante. Moi, je l'adore. Enfin, je sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou... Très belle scène. Très belle scène de calèche. Très belle scène. J'aime les calèches. J'adore les calèches. Ça manquait de poursuite, je trouvais. Là. Pas de moteur, pas de Fast and Furious dans ce film-là. Une poursuite de calèche pour finir. No joke, c'est à cause que c'est dynamique. Un moment donné, il place la caméra sur qu'est-ce qui retient les chevaux avec la calèche. Puis il la met à cet endroit-là. Fait que ça, tu vois juste les pieds de Johnny Depp traîner. Il bouge tellement sa caméra souvent que tu as le sentiment de vitesse, tu as le sentiment de dangerosité. C'est vrai. Je trouvais que c'était du bon. C'était de la belle réalisation. C'est vrai que c'est pas exact. Puis c'est pas le genre de travail de caméra qu'on est habitué tant de Tim Burton. J'ai l'impression de Tim Burton, c'est beaucoup plus des caméras un peu plus statiques, moins des scènes d'action justement dynamiques comme ça. Peut-être que je me trompe, là, je vais off the bat, mais à ce moment-là, clairement dans sa carrière, il n'y avait pas eu beaucoup de. À part les Batman. Je me souviens plus les mouvements de caméra dans Batman, par contre. S'il y en avait des comme ça. Ouais, il faudrait peut-être revisiter les Batman. Pas sûr que ça compte pour l'horreur, par exemple. Mais le 2, il est creepy. Avec Christopher Walken encore, justement, puis Danny DeVito en pingouin. Danny DeVito en pingouin, il est vraiment hot. Je me souviens que j'ai été traumatisé, moi, de Danny DeVito en pingouin. Mais il y a plein de scènes. J'ai regardé ce film juste une fois. La Catwoman, quand elle meurt, là, puis elle se fait manger par les chats après, il y avait plein d'affaires creepy un peu. Puis même dans l'autre avec Bane, puis c'est-tu Uma Thurman qui fait la femme poison? Ouais, mais ça, c'est pas Burton. C'est pas Burton, celui-là? Ok, bon, je les ai mélangés. Mais même lui, il était creepy, là. C'est Joel Schumacher, je pense son nom, là. Je me souviens plus. Schumacher? Je me souviens plus. En tout cas, c'est lui qui a fait 8 mm aussi, puis il a fait... Puis celui avec Schwarzenegger, c'était Tim Burton aussi? Non, c'est le même. Ils sont tous mélangés. C'est tout le même. Ah, c'est le même? Bane, Schwarzenegger, Matt Damon. Mais hey man, réécoute ce film-là, c'est un pur navet, là. No joke, là. Ah ouais. Tu vois les décors, niveau... J'en reviens pas qu'un studio ait fait des décors aussi pourris, là. On dirait que tu vois le carton, là, que ça tient pas bien. Quand t'es dans l'antre de Poison Ivy, là, c'est terrible. Là. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment... tu vois que c'est studio à l'os, là. On dirait que quand il y a de la... Quand il y a de la glace là, pour Iceman, tu vois que c'est dans le studio. Il n'y a aucun comme doute que c'est juste dans un studio tout le temps. Puis c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon, là. Okay. Ah, je te dis. Là, à éviter. Ouais, vraiment à éviter. Mais c'est ça, il y a la poursuite, mais à la fin, Johnny Depp réussit finalement à redonner le crâne au cavalier. Puis j'ai trouvé ça hot qu'à French puis que ça pisse le sang. Là. Je trouvais que c'était dark un peu là, comme ça. J'étais comme OK, il va là, c'est bon. Mais c'est ça, le film, il m'a comme let down un peu à partir de quand l'enquête policière il va, mais à partir de quand on sait c'est qui notre méchante. L'actrice a tellement l'air d'avoir du fun à jouer la méchante. Oui, hein? Puis on n'a pas beaucoup d'exposition à cette actrice. C'était difficile à dire. À cette actrice-là durant le film. Fait qu'on on dirait qu'on la découvre dans la dernière partie du film. Ouais, vraiment. Ce qui est bien parce que la narration nous a pas amené vers elle. Fait qu'on est un peu surpris par la fin, un peu. Même si, quand tu regardes le film en perspective, ben, tu avais un indice quand même, mais dans la légende. Du début. Ouais, effectivement. Moi, je trouve que c'est une force de cette narration-là, c'est qu'on avait les moyens là, de deviner un peu, d'arriver à cette conclusion-là. Peut-être pas de dire que c'est elle, mais que, en tout cas, on nous avait mis un indice en plein visage, mais d'une façon que c'était difficile de vraiment le considérer. C'est toujours une force dans ce genre de narration-là là, de détective. Non, ça reste On va y aller avec nos appréciations après. Ah ouais, on est rendu là. Fait que Seb, on sauve-tu une petite bière avant l'appréciation? Yes, sir, Miller. Tu veux commencer à ton appréciation? J'y vais. Je peux y aller. Au fond, j'ai aimé redécouvrir ce film-là. Je le conseille à un public très général. Ouais, très large. Très large. Bon, c'est sûr que pour les jeunes enfants, il y a des têtes qui tournent, qui tombent. Fait que c'est pas trop, j'ai trouvé, gore. C'est violent. Je pense que pour ce niveau de violence-là, il y a peut-être quand même... c'est difficile à dire dans le sens où c'est pas fait de façon si graphique, les têtes qui roulent. Non, parce que la lame cautérise, vu que c'est une lame qui vient de l'enfer,
Fait qu'il y a moins de sang quand il les têtes. Mais je dois t'avouer, par contre, que étant quelqu'un qui l'a vu à 7-8 ans, il y avait des imageries très impressionnantes. J'avais quand même déjà un background d'horreur. Puis celui-là, il m'avait quand même été me chercher quand j'étais jeune. Fait que c'est quand même... OK. Ouais. Je dirais c'est du parfait film pour 12 ans, genre. Ouais, c'est l'âge que j'avais en tête aussi. Comme à 12 ans, tu veux pas nécessairement montrer des trucs avec des thématiques super violentes ou des trucs comme ça, mais celui-là, il y a comme un aspect autour qui est beaucoup plus creepy que violent. Ouais. Puis je pense que ça va le faire passer un petit peu plus facilement au niveau de la pilule de violence. Puis sinon, pilule de violence! T'as-tu une petite note pour ce film-là? J'ai un 7 sur 10. C'est drôle parce que j'ai l'impression que je suis moins chaud que toi à l'idée, au film, mais je donne quand même un 7 sur 10. Ouais. Parce qu'il n'y a pas... Ce qui est notable, mettons, au niveau de la note, c'est qu'il y a une absence de défaut, je vais dire, majeur. Je m'emmerde pas, il est juste la bonne longueur. Bon, j'ai parlé du Love Interest où on t'a parlé un petit peu de la portion plus enquête policière qui down, mais c'est vraiment pas... C'est bien réalisé quand même, c'est bien monté, fait que ça enlève pas au film. C'est juste des préférences, je pense, personnelles à toi puis moi, qui font qu'on ne l'amène pas plus loin, mais j'ai l'impression que dans la filmographie de Tim Burton, on en a parlé un peu au début de l'épisode, il passe un peu plus sous le radar, parce que c'est pas un de ses films forts, mais qui a une meilleure valeur que certains de ses films comme Alice au Pays des Merveilles, puis un paquet d'autres films dans son listing qui sont plus connus que Sleepy Hollow, mais qui, à mon avis, méritent moins une écoute ou sont moins bons que celui-là. Ben oui, celui-là, c'est ça. Mais moi, je le recommande beaucoup à cause de son mood. C'est vraiment un bon film de mood. C'est vraiment un bon film d'octobre, novembre, justement. Quand c'est sombre un peu. Puis ça reste quand même que la première écoute est plus le fun à cause que, justement, tu peux être un peu pris par l'intrigue policière. C'est juste, ma note est, mettons, à base, ça aurait été un 8 sur 10. Mais à la réécoute, à cause que je connais déjà la fin, puis que je trouve que la partie intrigue policière, comme tu as dit aussi, l'histoire amoureuse, c'est vrai qu'elle pourrait être enlevée, mais elle me dérangeait moins que l'intrigue policière. Ça reste quand même que c'est un bon film à la fin de la journée, mais que ces parties-là emmerdent un peu plus quand tu connais déjà le dénouement. Fait que ce film-là est quand même un must là, dans mon livre à moi, dans le monde de l'horreur. Là. Fait que je le recommande quand même. C'est juste que la valeur de réécoute est un peu moindre, comme plusieurs de ces films-là, où est-ce que l'intrigue prend beaucoup de place dans le récit. Oui. Ouais, c'est sûr. C'est le revers des intrigues policières. Ouais, exact, c'est ça. Mais il y a quand même des films d'intrigue policière que je réécoute puis je capote. Seven, je trouve qu'à chaque fois je l'écoute, je capote. Zodiac, pour les films de Fincher. Il y en a qui réussissent quand même à faire les deux. Mais tu vois que justement, quand ils réussissent pas à faire les deux, c'est peut-être pas la force du film, justement. Tandis que quand ils font les deux, c'est peut-être la force du film, le storytelling. Pour le recast, moi j'en ai juste 2. Je sais pas si t'en as beaucoup. J'en ai 2 aussi. Très difficile ce recast-là. J'ai trouvé que tout le monde était à sa place. C'est vrai. T'as genre le tiers du casting de Harry Potter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans Harry Potter. Oui. C'est comme un screen trial, on dirait, là. Pour Harry Potter. Je sais pas s'il est arrivé avant ou après. Il est arrivé avant Harry Potter. Harry Potter 1, c'est 2001. Ouais, fait que c'est ça. J'en ai 2. Tu veux-tu commencer? Ouais, ben moi, dans le fond, j'ai été fucking simple, puis ça marche quand même un peu. Je me suis dit, tu sais, c'est un peu un duo iconique, là, Johnny Depp, Winona Ryder, Johnny Depp, Christina Ricci, on les voyait souvent à cause des films de Tim Burton. Je me suis dit, bon, ben je vais mettre un genre de nouveau duo iconique. Puis j'ai pris Johnny Depp, c'est Ryan Gosling, Christina Ricci, c'est Emma Stone. Ah, ça pourrait être cool, ça. Ryan Gosling qu'on n'est pas habitué de voir dans des trucs, je vais dire, fantastiques, il me semble. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait vraiment un peu sortir de son typecast. Ça serait nice. Puis l'autre t'a dit Emma Stone. Ouais, celle qui est avec dans Crazy Stupid Love, dans La La Land. Puis je pense qu'ils ont fait un autre film ensemble. Ils ont fait l'affaire des Gangster Push, le Gangster Squad. Fait que, tu sais, ils ont vraiment été en duo ensemble pour une couple de films. Fait que je me suis dit, bon, un nouveau duo iconique. Je fais juste mettre le duo
de stars dans ce film-là parce que c'était un duo de stars. C'est le même que je l'ai fait. Ben, joliment exécuté, je te dirais. Je suis d'accord avec ton recast. Vas-y pour le tien. Le mien est un peu plus random parce que j'ai eu vraiment de la misère. Fait que moi, j'ai Casper Van Dien. Ouais. Qui était l'espèce d'intérêt Rico, ouais. Donc l'espèce d'intérêt amoureux de Christina Ricci au début de l'histoire. Cet intérêt amoureux-là qui disparaît comme la seconde qui est mentionnée. Mm-hmm. Je le recastais par Chris Pine. Ah ouais, ben oui, ça fait la job. Même tête de bonhomme, c'est la même personne, je pense. Ouais. Puis sinon, la méchante belle-mère, au fond, c'est une belle grande blonde. Fait que j'ai pensé à Annabelle Wallis, qu'on a vue dans Malignant. Ouais. Il me semble qu'elle n'était pas blonde, par exemple, dans Malignant, mais dans la vraie vie, elle est quand même châtaine blonde. Fait que. C'est-tu celle qui se pète la tête dans Malignant ou c'est. Oui, il me semble que c'est la personnage principale. Spoiler alert, vous allez peut-être avoir Malignant dans pas long dans vos oreilles. Qui sait? Fait que ouais. Trop sur Malignant. Mais ok, ouais, j'achète le recast. Annabelle Wallis pour la belle-mère. Ah, c'est bon, ça. Très bon. Très, très bon. Ouais. T'as-tu écouté quelque chose de plus, mon Seb, cette semaine? J'ai écouté 2 trucs le fun. J'ai regardé Ip Man, que tu m'avais conseillé. Fait que Ip Man, c'est du kung-fu chinois. Ouais, tu as aimé finalement? Ah, j'ai adoré. Mais ces temps-ci, bon, si vous nous écoutez religieusement, vous savez qu'on a eu des petites phases kung-fu chimiques récemment. Puis celle-là, toi, tu l'avais regardé de ton côté, puis tu m'avais juste montré une des scènes les plus iconiques. Ouais. Ça m'avait piqué la curiosité, puis j'ai réussi à convaincre Geneviève de le regarder avec moi. Fait que on a regardé ça ensemble, puis on a très, très aimé le film tous les deux. C'est bien réalisé. L'histoire, je sais pas à quel point. Ouais, je sais pas à quel point l'aspect historique est romancé, mais même si c'est juste romancé, même si c'est la moitié qui est romancée. C'est pas pire romancé. J'ai m'informé, c'est pas pire romancé. Là. Mais tu sais, même à ça, l'histoire de Ip Man est quand même intéressante comme développement au fond. Là. Fait que j'ai très. Ouais, c'est ça, c'est sûr que les Japonais n'avaient pas des tournois de la mort. Non, c'est ça. Mais. Je te dirais aussi, là, j'ai écouté tous les Ip Man, il n'y en a jamais un qui arrive à la hauteur du premier. Là. Ok, fait que d'accord, ben je ne vais pas me lancer dans les autres alors, mais si vous aimez les films de Kung Fu, celui-là est intéressant puis très décent à regarder. Ouais, vraiment. Un conseil. Sinon, j'ai regardé aussi, c'est une nouveauté sur Netflix, ça s'appelle Enter Galactic. Enter comme dans entrée, là, E-N-T-R. C'est une animation. C'est une petite histoire d'amour, OK? Mais c'est une animation qui ressemble beaucoup à ce que Sony a fait avec Into the Spider-Verse. OK. Puis est-ce que c'est comique, drôle? C'est difficile. C'est pas comique. C'est comme juste une animation. C'est une histoire d'amour. C'est deux personnes qui se rencontrent à New York, puis comment est-ce qu'ils apprennent à se connaître, puis qui évoluent. C'est comme regarder un vidéoclip de Kid Cudi. Fait que c'est lui qui fait la trame sonore. OK. Fait que c'est vraiment ambiant comme musique. La musique raconte un peu l'histoire avec au niveau de l'animation. C'est un film d'1 heure et 20, 1 heure et quart. Ok, je pensais que c'était une série. Non, c'est pas une série, c'est vraiment une animation. Puis c'est super le fun. J'ai regardé sur YouTube récemment une chaîne qui parlait de à quel point Into the Spider-Verse, au niveau de ses graphiques qui étaient hors du commun, a un peu fucké la game. Ouais. Parce que tout le monde avant ça. De ton truc, je veux juste aller voir une image. Enter Galactic. E-N-T-R Galactic. Ok, vas-y, tu peux continuer par rapport à comment ça a changé la game. Ouais, ben ce qu'il disait dans le vidéo, c'est que tout le monde voulait avoir le Pixar look. Fait que Pixar, au fond, fait que t'as des personnages qui sont cartoon-ish, qui ressemblent à des personnages de comics, mais qui ont des aspects hyper réalistiques, comme l'exemple qu'il donnait, c'est, mettons, dans les Incroyables, des Incredibles. T'as le personnage, tu sais, il est grotesque, là, il est gros, il est gigantesque, il est fort, mais quand tu regardes son polo, tu vois les fibres de son polo qui sont super, super réalistiques. Les cheveux sont hyper bien faits. Fait que cette espèce d'esthétique-là. Puis après ça, il cite un exemple, des contre-exemples
dans Spideyverse, le dessin, il est pas nécessairement beau, c'est vraiment cartoon-ish, il y a rien qui est fait pour être réaliste là-dedans, puis ça défie vraiment ce qu'on a vu comme animation dans les 10 à 20 dernières années. Il cite aussi, c'est quoi l'autre? La petite famille, c'est un film de Netflix, la petite famille contre une invasion de robots. Là. The Mitchell versus The Machine. Exact, Mitchell versus The Machine aussi, qui est un peu dans ce courant-là. Fait que Intergalactic, j'ai trouvé ça vraiment fresh parce qu'il s'inscrit dans ce courant-là de nouvelle esthétique d'animation qui est super bien fait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment fresh. Une belle petite écoute. C'est court, c'est 1h15, 1h20. Ah ouais? J'ai été voir les animations puis je comprends exactement. Tu le rends bien là, en parlant de justement Spider-Verse. C'est super le fun à écouter. Je conseille ça à tout le monde. C'est sûr que c'est une petite histoire d'amour, fait qu'il faut que tu sois dans ce mood-là un peu, mais c'est sur trame sonore. C'est comme regarder un long vidéoclip, genre. C'est le fun pour ça. Ah bon, ben crème, c'est hot. Parce que toute la musique est là tout le long? Pas tout le long. Il y a des scènes où c'est vraiment des interactions entre les personnages, mais entre les scènes, t'as souvent une bonne minute et demie de musique, puis des fois, c'est pas réaliste dans le sens où il va pogner son vélo, là, puis il va pédaler, puis il va se ramasser comme sur un fond de galaxie, genre, puis il s'envole, puis des affaires de même. Fait que c'est juste visuellement super nice à regarder. Ah, nice. Moi, je vais aller avec quelque chose de moins nice à regarder. J'ai écouté The Sadness, qui était sur ma longue liste. C'est sûr que tu as changé de registre. Là. Mais c'est comme un film... c'est comme un film de zombies, mais plus d'infectés. Les gens deviennent infectés par un virus qui est dans l'air. Puis quand ils ont ça, c'est comme si la partie de leur cerveau qui gérait les pulsions sexuelles, puis la partie de leur cerveau qui gérait l'agressivité devient toute fucked up. Puis ils font toutes les choses les plus perverses, sadiques, puis violentes qu'ils peuvent faire, qui leur viennent en tête. Fait que c'est comme juste comme... Tu sais, t'as donné un exemple là, que je vais y aller pas dans le trop hardcore, pas assez hardcore. Il pogne un gars, après l'avoir battu un peu avec un bâton de baseball, des infectés. Il pogne le gars, puis ils le prennent par les jambes en l'écartant, puis sur le poteau, ils ont mis des barbelés, puis ils foncent, puis ils cognent l'entrejambe d'un barbelé. Là, quand le gars il intervient parce qu'il dit hey, je vais arrêter cette torture-là, puis il fait peur aux autres infectés, parce que les infectés sont comme conscients un peu. Là, ils peuvent s'enfuir, là, c'est pas des machines à tuer qui vont c'est pas des zombies qui vont genre aller jusqu'à se suicider pour se nourrir. Là. Comme des fois, ils ont peur, puis ils parlent, puis ils sont juste vraiment comme leur cerveau est complètement fucked up par ce virus-là. Puis là, quand il déprend le gars, il dit pourquoi t'es arrêté? J'étais sur le bord de venir parce qu'il est infecté lui avec, puis il est rendu dépravé. Okay. Holy shit. Ben, tu sais, pour vrai, pour un il y a vraiment beaucoup de gore dans ce film-là. Le gore est super bien fait, c'est plein de practical. Je suis en train de regarder des images pendant que tu me parles, puis ça a l'air vraiment déjanté. Là, comme je suis même pas sûr que j'ai vraiment envie de regarder ça. Non, mais pour vrai, c'est vraiment bien dosé. Il y a juste une scène que j'ai faite vraiment yak, comme voir est-ce que c'est dégueulasse, c'est tellement gross puis pervers, puis ça n'a pas d'allure. C'est à l'hôpital pour ceux qui ont vu le film, ou est-ce que l'espèce d'agresseur sexuel / tueur poursuit les filles, puis là, il retrouve une des deux filles. Je vais arrêter ça là. Mais là, j'ai juste fait holy shit, ok, ils ont été là. Mais avec le concept qu'ils ont, il n'y avait pas le choix d'avoir une scène vraiment perverse puis vraiment intense. Parce que sinon, ils ont été quand même retenus dans toute leur violence. Ils ont quand même. C'est pas vraiment ce que j'entends, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça déborde, là, ça déborde de tous les bords, de tous les côtés. C'est quand même exagéré. Mais dans toutes les choses wrong qui peuvent te venir en tête quand tu essaies d'être le plus wrong possible, ils sont quand même restreints. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Parce que maintenant, là, tu décides que tu veux mettre ton cerveau en switch, qu'est-ce que je peux penser au plus dégueulasse possible? Il y a plein d'affaires qui peuvent te venir en tête, puis le film, il en fait une parmi toute la sélection qu'il aurait pu faire. Ça, il s'est laissé de la place à explorer d'autres trucs dans une suite ou dans un... C'est assez dynamique, je me suis pas emmerdé. Le film n'est pas révolutionnaire, fait qu'il ne change pas la roue non plus sur rien, mais c'est quand même une bonne écoute. Là, c'est vraiment le Puis là, je vois, c'est un film d'origine japonaise, coréenne, Taïwan. Taïwan, ouais. Fait que il est sur Shudder, ceux qui ont Shudder, puis j'ai bien apprécié mon écoute. Sweet.
Hey Seb, tu permets-tu que je te vole pour une rare fois le mot de la fin? Oui, vas-y, amuse-toi. OK. Absolument pas. Ben, je vais en profiter pour le mot de la fin pour faire un shout-out à Dave Turcotte, donc, qui nous a écrit. Il est responsable avec d'autres personnes le recueil maudit. Dans le fond, c'est un recueil qui a 53 auteurs, dont d'horreur, dans le fond, du Canada, de la France, de la Suisse. C'est tout écrit de façon bénévole. Là, ils ont eu Patrick Sénécal, entre autres, qui est connu, Patrice Godin, puis il y en a plusieurs autres auteurs que les gens peuvent aimer. Cette année, tous les fonds, parce que c'est bénévole pour les auteurs, tous les fonds du recueil maudit vont être envoyés à SOS Violence Conjugale. Donc, si jamais il y en a que ça les intéresse, si vous achetez le recueil maudit, c'est sûr que comme je pense que le papier, ces choses-là, il y a une partie de l'argent qui va payer un peu le recueil en tant que tel. Ouais, il y a un coût de base pour produire le truc. Là. Mais reste que quand même, il y a beaucoup de fonds qui vont être envoyés à la cause de SOS Violence Conjugale. Donc, je vais juste dire merci à Dave Turcotte de la Fond d'organiser ça puis de faire ça. Fait que c'est un 2 pour 1. Vous pouvez donner pour une bonne cause. Puis en plus, avoir un recueil de plein d'auteurs que vous aimez puis d'horreur, qui est le recueil maudit. Fait que c'est vraiment une bonne cause à souligner. Là. Ouais, puis on essaiera de mettre peut-être le lien vers dans les publications de l'épisode pour vous linker direct à la source pour vous procurer ça. Puis au fond, participer à cette bonne cause-là. Ouais, mais c'est ça, on va le poster sûrement même avant cet épisode-là, mais parce que sinon, ça va être un peu limite, là, parce que c'est du 1er au 3 novembre va être disponible sur Amazon, là, donc je sais qu'on est à fin novembre quand on vous poste cet épisode-là. Fait qu'on va le poster avant. Vous allez le voir dans notre feed revenir une ou deux fois facilement, mais c'est ça, c'est le recueil maudit 2. Puis il va être disponible sur Amazon. Là, puis je ne sais pas s'il y a d'autres endroits, mais je sais que sur Amazon, il va être disponible. Cool. C'était ça pour le mot de la fin, Seb. Ça te va? Fait que attention à vous et bonne semaine.